De sensibilité, j'y trouve une apologie pour l'altérité, cette apologie qui me permet aussi d'adresser mes sincères félicitations aux organisateurs de ce webinaire pour le choix pertinent, de ce film pour illustrer le thème ô combien d'actualité, à savoir préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l'altérité. Je m'arrête là parce que j'ai effectivement pris beaucoup de notes concernant notre ami Hamid, et je vais dire un mot aussi j'allais dire, de ton partenaire de toujours, parce que je le retrouve comme conseiller scientifique, mais je le retrouve aussi comme contributeur à un ouvrage que Hamid a écrit sur Toumlilin 1952-1968, des bénédictins en terre marocaine. Et c'est Habib Samrakandi qui a contribué également, comme il a été comment dirais-je, inspirateur sur le plan scientifique de ce film. Habib Samrakandi est fils de Marrakech, pas très loin de Tinrir, hein, sans dire. Fils de Marrakech, ville des 7 patrons, lui-même un peu sophie, si je ne m'abuse. C'est un psycho-sociologue, anthropologue, mais aussi, j'allais dire, un érudit en matière d'histoire, notamment histoire contemporaine.
Donc, on ne pouvait pas trouver meilleur choix comme conseiller scientifique que Habib Samarkandi. Et j'ajouterais qu'il est aussi, tout le monde le sait, du moins les Maghrébins le savent, qu'il est directeur de la revue Horizon Maghrébin paraissant à Toulouse. Et Habib, je vais te taquiner un petit peu, mais comment dirais-je, on reviendra sur cela dans la discussion après la projection. Tu as écrit quelque part dans ta contribution à ce livre sur Toumlilin, tu as écrit quelque chose qui a attiré mon attention, et je te cite: destin particulier du fils d'un imam qui a converti positivement son regard à l'égard du christianisme et de l'Église au contact d'un petit frère de Charles de Foucault. On reviendra sur cela après la projection du film. Je rappelle au public que toutes les remarques, toutes les questions qu'ils voudront poser à nos deux invités sont les bienvenues dans la rubrique chat ou en anglais ou conversation en français. Je crois que maintenant, on peut demander aux techniciens de lancer la projection du film et on reviendra pendant une trentaine de minutes au moins discuter de ce film qui m'a beaucoup plu personnellement et qui a plu à beaucoup de personnes qui ont eu l'occasion de le visionner. Donc, à nos techniciens qui sont à remercier également, je leur dis bonsoir et laissez-nous admirer ce film, Les cloches de Toumlilin. Au contraire, on faisait tout pour qu'ils puissent pratiquer leur religion librement. Un grand merci à Hamid Derwish pour ce très beau film documentaire qui nous emmène dans un voyage vers un épisode peu exploré de l'histoire contemporaine du Maroc. Vous avez braqué brillamment les projecteurs sur cet épisode. Et j'aimerais commencer par vous en vous posant une question. D'où vient le déclic, Si Hamid? D'où vient le déclic de Tinrir à Strasbourg, vers Toumlilin? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Bonsoir, Sebreda. Vous m'entendez là? Oui, très okay. bien. Ok, bonsoir, Sebreda, bonsoir à tout le monde. Donc, un grand merci à vous et à tous les organisateurs, à Rabita et tous les participants, tous les partenaires de ce bel événement. Et un grand salut à notre ami de Toulouse, c'est Habib, et puis qui est bien évidemment le directeur scientifique donc, de ce film. C'est toujours beaucoup d'émotions, hein. Vous savez, là, je le revois, le film, parce que ce film, c'était un petit peu comme... Il y a toujours un pincement de cœur, hein, à chaque fois que je revois Toumlilin. Il y a toujours quelque chose qui se passe et c'est pas toujours évident de le revoir parce que émotionnellement, elle est trop chargée et ça pèse lourd sur le cœur parce que on y voit une belle expérience humaine
qui passe comme ça, comme une sorte de météoroïde en fait dans la vie des hommes, mais qui laisse une trace, parce que c'est une trace qui est éblouissante. Et c'était un petit peu ça. Donc, dans l'âge des monastères, Tumlilin, c'est pratiquement une poussière, mais c'est cette poussière qui est vraiment réfléchissante. Il ramène de la lumière. Alors, je reviens à votre question. Le déclic, je crois que c'est mon oncle qui, bien évidemment, aussi qui a insufflé l'idée, qui est donc justement dans le générique, qui est le porteur de l'idée et qui suit justement à ses recherches, parce que c'est quelqu'un aussi qui s'intéresse à ça. Donc, pendant que la gloire, qui est à Rabat, que je salue au passage, et c'était le moment aussi où vous avez, M. Baïda, organisé un colloque à Rabat sur Tumlilin. Et ça a commencé à partir de là. Il m'a envoyé un simple message en me disant, regarde bien ça, avec juste un simple titre, cherche Tumlilin. Et je pense, dans sa façon de me suggérer le thème, c'est une invitation à un travail, en fait, à une recherche. Et comme ça, donc, en tapant juste sur Google le mot Tumlilin, il y avait juste de petites informations qui arrivaient. C'était pas énorme. Mais j'avais toujours dit que depuis que j'ai commencé les recherches sur Tumlilin, j'étais un petit peu comme une maman qui était à la recherche de son enfant. Il fallait absolument le trouver, quoi. Et il y avait des moments où je prenais le téléphone pour appeler le Burkina Faso. Et je me rappelle de ça parce que tout ça, ça me revient un petit peu au second. C'est pour ça que j'ai dit c'était toujours pas évident. Mais ce qui est important, et c'est là où je rends hommage à toutes les personnes qui ont participé, c'est que justement, comme j'étais comme une sorte de maman qui cherchait son enfant, j'ai été toujours aidée. Et j'ai vu ça comme un signe que c'était quelque chose qui me dépassait, ça ne dépendait pas que de moi. Et que si j'étais là, j'étais juste uniquement quelqu'un qui portait ce projet-là. Mais à côté, j'étais franchement aidé et il y a une sorte de grâce intellectuelle, d'intelligence collective, de capacité des hommes et des femmes à se retrouver autour d'une belle idée et de comment chacun a pu, de la position qui est la sienne, intervenir et apporter une sorte de pierre à cet édifice qui est aussi maintenant l'édifice de tous les Marocains. Je trouve que ce film-là, pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui appartient à tous les Marocains sur un plan symbolique parce qu'il renvoie bien évidemment à la mémoire collective du Maroc, mais aussi à tous ceux qui ont participé, hein, parce que voilà, de Habib qui a tout de suite ouvert sa porte, des moines qui ont dit tout de suite, il n'y a pas de problème, venez, on vous ouvre nos archives. En Belgique, donc, tous ceux qui ont vécu, qu'on a pu retrouver, et j'aimerais bien leur rendre vraiment hommage parce que c'est eux qui méritent. Et puis, bien évidemment, les moines, oui, les moines, les derniers en tout cas qu'on a réussi à interviewer et qui ont accepté. Mais je pense aussi que c'était quelque chose qu'ils voulaient, c'était comme une sorte de testament et, en faveur du Maroc, en faveur de ce qu'ils représentent, parce que je crois qu'ils étaient vraiment marqués par le Maroc et que ça a laissé quelque chose de beau. Je les comprends un peu parce que, en fait, depuis 1968, on avait un peu oublié cet épisode. Donc, le fait d'aller les chercher, c'est les aider à se réconcilier avec cette mémoire qui est personnelle, mais aussi qui est marocaine. Et sur ce point, je m'adresse à notre ami Habib Samrakandi, qui je pose la question suivante. Comment expliquer ce réveil tardif de la mémoire? Un réveil tardif, mais après, c'est vraiment un foisonnement de retrouvailles, de mémoire. Hamid avec son film et son livre, une exposition aux archives du Maroc en 2015, 2 livres édités par Archives du Maroc, 2 beaux livres sur
Il était une fois Toumlilin, d'abord en version française et puis depuis quelques jours en version anglaise. Et puis cet événement même, événement de ce webinaire qui a voulu précisément prendre ce cas de Toumlilin comme l'exemple même du vivre ensemble. Alors, ma question à M. Habib Samarkandi, c'est pourquoi j'allais dire, ce creux de la vague, et puis tout d'un coup, des retrouvailles. Tout le monde voudrait aujourd'hui parler de Toumlilin. Avez-vous une explication de cet état de choses, cette réalité-là? Oui, bonsoir et merci aux organisateurs de cette invitation. J'ai voulu... Oui, c'est bon, c'est bon. Ça va? C'est bon. J'ai voulu, en introduction à la réponse à ta question, revenir à quelque chose d'immédiateté en regardant de nouveau ce documentaire. J'ai vu l'importance du travail de Hamid Derwish qui me fait penser à des absents. Nous avons 3 personnes qui ont témoigné dans ce film et qui ne sont plus de ce monde. Je veux parler du père Gilbert, de feu Seahardan, l'artiste et l'homme politique, et récemment du père Poupard. Donc c'est pour vous dire l'importance de ce travail de mémoire, d'autant plus que la longueur et la richesse des enregistrements de Roche, ce qui reste à côté, est très important et qui va avoir une issue à travers d'autres documentaires ou d'autres publications. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, pour répondre à ta question, je pense, comme dit Georges Bernanos, on ne subit pas l'avenir, on le fait. Donc, on est en train de préparer l'avenir de notre pays en revisitant ce qu'il y a de glorieux, de convergent et d'adapter avec les alliances des civilisations en cours. Donc, c'est quelque chose dans l'air du temps et je pense à d'autres absents mais encore vivants dans cette table ronde et notamment une parole du professeur Driss Khorouz sur l'ouvrage de François Martinet sur les rencontres internationales de Toumlilin, un autre ouvrage important, et qui dit que François Martinet, en passeur, interroge en historien une mémoire collective et partagée. Le tout de filon il tient de son père Gay Martinet, qui fut un acteur, un protagoniste et un médiateur privilégié dans cette expérience de la vie et de la fin de Toumlilin. Donc on est là devant un réveil de curiosité et d'archives. Et je pense que, Sebeda, tu es le mieux placé pour savoir l'importance de la mémoire conjuguée à l'histoire. Tout à fait. En fait, ma curiosité, c'est seulement le timing. Le timing, est-ce que cela entre dans un contexte général qui permet aux Marocains aujourd'hui de revisiter certains pans restés à l'ombre, certains pans de leur histoire restés à l'ombre, que ce soit présence chrétienne, que ce soit le judaïsme marocain,
que ce soit comment dirais-je, le socle berbère amazigh de notre histoire, etc. C'est pour cela, en fait, je voulais qu'on mette, ma finalité, c'était de mettre ce retour à ce pan dans notre histoire contemporaine dans ce contexte général. Hamid, tu es d'accord sur Oui. cette contextualisation? Oui, je pense que Jacques Derrida, le philosophe, il a dit qu'il y a une urgence, à partir des années 90, il y a une sorte d'urgence universelle de la mémoire. Il parlait d'urgence universelle, c'est-à-dire parce qu'on est rentré pratiquement dans tous les pays dans des processus soit de réconciliation nationale, soit de revalorisation de la mémoire, ou soit de quête d'une mémoire apaisée. Et je pense qu'avec avec l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI au pouvoir, on a déjà commencé avec l'instance équité et réconciliation. C'est une façon aussi de revisiter notre passé et d'apaiser cette mémoire. Et puis, on enclenche avec une deuxième phase, je pense, du côté marocain, avec une deuxième phase en fait de valorisation de la mémoire, en sachant qu'on a tout un héritage, et un héritage d'une histoire composée. Bon, il y a bien évidemment la composante juive, il y a l'imazirne, il y a les Arabes, ceux qui parlent l'arabe en quelque sorte. Donc, c'est cette richesse qui fait que le Maroc est tenté aujourd'hui par une sorte de puissance spirituelle, à devenir une sorte de puissance spirituelle qui s'exporte et qui s'exporte bien. D'ailleurs, dans le film, c'est marrant de le dire maintenant, mais c'est qu'à partir de Tumlilin qu'on a essaimé l'Afrique, du point de vue de monastère et du point de vue donc de la voie bénédictine. Et aujourd'hui, on se retrouve avec tout l'effort qui est engagé par Sa Majesté destination de l'Afrique dans quelque chose qui nous rapproche. C'est-à-dire qu'on était toujours en lien avec l'Afrique et aujourd'hui, on a de quoi s'adresser sur le plan de la mémoire, sur le plan du partage, sur le plan des valeurs et de ce qui constitue aujourd'hui vraiment le Maroc. Et je crois qu'on le fait avec sincérité et pas. C'est pas parce qu'on est dans une sorte de marketing politique qui veut mettre en avant la mémoire parce que on est en tension, on est en conflit ou que ça rapporte. Non, c'est parce que vraiment, c'est ça l'identité marocaine. C'est une identité qui est composée et c'est une identité qui a toujours su évoluer et progresser. Alors, il y a des hauts, il y a des bas, bien évidemment, il y a des tensions. Et puis, on vit en société. Et quand on vit en société, on est dans la conflictualité par définition. Mais à partir du moment où on les assume, c'est ça aussi. Et je pense que cette dimension de valorisation de la mémoire, c'est quelque chose qui est très important pour le Maroc et qui peut même sur un plan, quand on voit l'entretien des monuments, l'entretien du lieu de mémoire, tout ça, sur un plan purement aussi économique, c'est important. Ça donne quelque chose d'important, d'intéressant, quelque chose qui pourrait être mis en valeur et qui est important pour le pays. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la conscience collective, mais c'est quelque chose de très important pour le Maroc. J'ai deux questions qui me viennent du public. La première de M. Bastos Mohamed, qui fait cette remarque. Il manque l'apport apporté par Tumlilin dans le film au lycée Tariq Ibn Ziyad, conférences, profs et accueil des élèves venus de loin, Rachidia, Midelt ou autres. Nous, on a parlé parce qu'en tout cas, tous ceux qui ont, par exemple, tous ceux qui fréquentaient, tous les élèves qui étaient un petit peu ce qu'on appelait l'autorité morale des moines, c'était aussi des élèves qui fréquentaient donc le lycée Tariq. Et on en a parlé parce que l'histoire, en fait, et certainement les deux histoires s'imbriquaient, ils sont intimement liés, mais il fallait faire carrément deux films. Un film sur le lycée Tariq,
parce que Lucie Tariq tout seul aussi, c'est une grande histoire, hein, et je pense qu'à un moment donné, il faudra l'aborder. Oui. Mais on a créé des connexions parce que ceux qui visitaient, qui allaient ou qui étaient hébergés par les moines, ils fréquentaient le lycée Tariq. Et certains profs, on l'a dit, hein, donc le père Gilbert, par exemple, qui enseignait les mathématiques, ou les pères Pepard qui enseignaient la philosophie. Vous savez, dans un film, on ne peut pas non plus, parce que voilà, après, on ne peut pas tout dire, parce que sinon, on a essayé de faire des allers-retours aussi, des sorties, des entrées, mais je pense que ça mérite vraiment le laisser taire, ça mérite un film. Un film à part. Et d'ailleurs, c'est juste une petite précision, il y avait une projection à Ifrane du film Tumlini et on y a invité les anciens super. cadres de lycée Tariq. D'accord. Et donc, et c'était sur invitation donc, du ministre, président de la région, donc de Fès, alors exactement, et qui nous a invités, qu'on a fait cette projection-là, et c'était important de rencontrer ces gens-là qui, et certains d'entre eux, en tout cas, ils ont fréquenté le monastère de Je crois. En tout cas, le lien, il existe, ça c'est sûr, mais dans le film, il apparaît certainement brièvement, mais parce que aussi la nature du film, il était concentré plus sur Tumlini que sur le lycée. Mais ça mérite un film, le lycée. Ça mérite effectivement un film. Et je crois qu'un témoin a parlé de la bibliothèque du monastère en disant que c'était une aubaine pour les élèves du lycée d'Azou. Je me retourne vers mon ami Habib Samarkandi pour lui demander un peu de revenir sur le contexte local et international dans lesquels les deux contextes, local et international, dans lesquels s'inscrit cette expérience de Tumlilin. Vous savez que Tumlilin, comme on l'a souligné dans le film très brièvement, l'idée était dans l'air dès 1947 et il a trouvé la concrétisation à partir d'octobre 52 et il a duré jusqu'à 68. Mais ce qui est important pour nous en tant que Marocains des deux rives de la Méditerranée, c'est que c'est une période où des centaines, voire des milliers de personnes des deux rives de la Méditerranée ont vécu cette expérience de Tumlilin de très près. Moi, je le sais parce que depuis 25 ans que je publie sur Tumlilin dans Horizon Maghrébin, que ce soit du côté du judaïsme, donc Lévinas qui donne une conférence dans les années 50 à Tumlilin sur l'éducation du judaïsme, ça renvoyait à ces passages de formation dans l'Alliance israélite universelle, ce qui a donné des travaux dans Horizon Maghrébin sur l'alliance avec des contacts avec une chercheure, Lucette Heller Goldenberg, qui est de la communauté juive de Marrakech. Et de l'autre côté, lorsque je suis venu travailler chez les petits frères de Charles Foucault à Toulouse, dans la bibliothèque de Louis Gardet, c'est là, en 1987, que j'ai trouvé les références à Tumlilin, parce que dans sa bibliothèque, il y avait les archives de Tumlilin. Et à travers Louis Gardet, qui est en même temps petit frère de Charles Foucault, beaucoup de gens ne le savent pas, et là, des contacts avec Denise Masson, qui préparait sous sa direction sa traduction du Coran. Et Denise Masson, déjà dans les années 59, a publié un ouvrage sur études comparatives à travers les textes des trois religions monothéistes. Donc, Denise Masson
vit à Marrakech, et c'est à partir de Marrakech qu'il est connu comme une figure emblématique déjà du travail social dans les pays du Maghreb. Donc nous avons là des choses, comme l'a dit Lamia tout à l'heure, de l'ordre du refoulé. Donc nous vivons le retour du refoulé. Et c'est une bonne chose dans la mesure où ça mobilise à la fois les Maghrébins en situation migratoire, parce que à l'occasion de la tournée de présentation du film avec Hamid et Jean-François et François Martinet, nous avons eu l'occasion de rencontrer des personnes de tout âge qui nous disent ou bien mon père était à Toumliline, ou bien moi j'étais à Toumliline. Donc vous voyez un peu le rôle de passeur, de médiation de films qui remue à la fois la circulation des ouvrages comme le tien Sebeda ou celui de François Martinet ou des travaux que nous avons publiés dans Horizon Maghrébin. Donc il y a quelque chose à explorer et je peux conclure avec quelque chose qui est de l'ordre de la provocation, mais c'est dans le sens positif. La bataille de Toumliline a été perdue et qui nous a conduit aujourd'hui à une réelle transformation spirituelle des hommes et des femmes qui ont vécu cette expérience et nous sommes en train de la revivre dans le sens positif pour la transmettre à des générations prochaines. Et je suis favorable à l'idée de pousser les jeunes maghrébins à vivre cette expérience comme nous l'avons fait il y a déjà 8 ou 9 ans, parce que les moines qui se sont revenus au monastère Mère en Calcate ont continué à recevoir des colonies de vacances des Maghrébins de la région de Toulouse et d'Occitanie. Donc c'est une sorte de perpétuation de l'expérience. Merci. J'ai une autre question du public. Elle nous vient de Karen Thomas Smith. Je crois que c'est une collègue d'El-Akhawaïn, Karen. La question est la suivante. Est-ce que le fait, certainement qu'elle s'adresse à Hamid, est-ce que le fait que le film Des hommes et des dieux a été tourné à Toumliline explique en partie l'intérêt dans cet endroit particulier? Alors, une relation quelconque, même indirecte de... C'est marrant parce qu'en fait, dans la note d'intention du film, en fait, c'est-à-dire l'écriture qui a précédé le film et le projet en lui-même, on a commencé avec ça en disant que voilà, donc Des hommes et des dieux, c'est une histoire, c'est un film qui a été tourné donc dans le monastère de Toumliline. Mais c'est juste, je ne veux pas dire, c'est un hasard, mais il n'y avait pas de lien directement, c'est-à-dire que c'est pas le film directement qui nous a poussé à raconter l'histoire de Toumliline, parce que je le reconnais, je ne savais pas que le film donc Des hommes et des dieux a été tourné dans le monastère à Toumliline, puisque à la base je ne savais pas que Toumliline n'existait pas. Et d'ailleurs, je le dis dans l'argumentaire que je présentais à chaque fois aux partenaires. Vous savez, quand on fait un projet de film documentaire, on dit toujours pourquoi on veut faire ce film. Et un des arguments, c'était de dire que je suis un enfant du Maroc, je suis un enfant de Tinrir, et je garde du protectorat ou de la présence française du Maroc que des bribes, c'est-à-dire qu'il y a le protectorat, il y a l'IOT, et puis il y a le sultan. C'est un petit peu ça que je garde en tant qu'élève de l'école marocaine quand on parle de l'histoire du protectorat. Mais jamais, par exemple, ces aspects-là. Par exemple, que le fait que, oui, il y avait des chrétiens aussi qui ont soutenu, qui ont aidé, qui ont participé, qui ont contribué à leur façon à écrire
l'histoire contemporaine du Maroc. Et donc, c'est juste pour dire que à la base, moi, je ne savais pas qu'il existait carrément, que le film, en tout cas, donc, des Hommes et des Dieux, a été tourné à Toumlin, puisque je ne savais pas que Toumlin existait carrément au Maroc. Donc, je découvre ça, mais à la fois émerveillé, mais quelque part aussi attristé, parce que je dis qu'il y a là toute une histoire qui mérite d'être racontée, parce que elle est porteuse de quelque chose qui unit les hommes, qui construit le lien, qui construit une société. Une société n'a pas besoin uniquement que de création économique, il a aussi besoin d'un lien organique. Et ce lien organique, il vient de l'histoire. C'est l'histoire qui unit les sociétés. C'est pas tellement, vous pouvez leur donner de l'argent, vous pouvez donner tout ce que vous voulez, mais c'est l'histoire. Parce que l'histoire, ça en faisait un petit peu l'identité, quoi. C'est ça qui construit les pays. C'est pas la... Oui, c'est pas que les aspects, je veux dire, ce qui pourra... je pense que c'est ça aussi qui se joue actuellement au Maroc, hein, si on veut se mettre dans la situation actuelle. C'est notre capacité à être ensemble et à vivre ensemble. Mais vivre ensemble, c'est pas tellement, ça ne devient pas un slogan comme ça, mais c'est quelque chose qui se vit dans la tension, mais dans la tension qui est constructive. Et il peut y avoir de la tension, il peut y avoir de la conflictualité, mais il faut que ce soit une conflictualité qui soit apaisée par les institutions, par le droit, par la reconnaissance mutuelle. Et c'est ça qui fait que, voilà, on peut être ensemble. Mais ça, on ne peut pas le construire si on ne s'identifie pas à des racines. D'accord. Je reviens oui, pardon. Je reviens à Habib, parce qu'en tant qu'historien, je ne peux pas oublier au moins deux dans la contextualisation de l'expérience de Toumlilin, deux choses qui m'interpellent, à savoir la décolonisation, le mouvement de décolonisation, et deux, le contexte de la guerre froide et le bipolarisme entre les deux grandes puissances, à savoir le capitalisme d'une part et le bloc socialiste d'autre part. Est-ce que cette expérience de Toumlilin pourrait être interrogée sous le regard de ces deux facteurs, la décolonisation que les moines bénédictins de Toumlilin ont très très bien compris et sont allés dans le sens de l'histoire, et puis ce grand contexte qui dépasse le contexte local, mais le contexte mondial de la guerre froide. Est-ce que l'expérience de Toumlilin n'est pas non plus une façon d'échapper, de créer un espace de dialogue en échappant à l'affrontement qu'implique forcément la guerre froide? Habib. Moi, je pense que la comparaison est toujours utile. Cependant, la spécificité du protectorat et le contexte historique caractérisé par le positionnement de la France pour maintenir la francité de l'Algérie et la préparation à l'œuvre du côté du processus des indépendances pour le Maroc et pour la Tunisie a donné lieu à quelque chose d'inédit. C'est quoi qui était inédit? C'est le fait que le Maroc est devenu, juste après 1956, un lieu de possibilité de dialogue des Algériens et des Français qui refusent la guerre d'Algérie. Et moi-même, j'ai publié en hommage à Louis Gardet
un ami à lui qui s'appelle Maître Redouane Rahal, qui était avocat à Oran, ami de Monseigneur Tessier et de Pierre Claverie et de Louis Gardet de la Fraternité, et qui a participé à Toumlilin. Il a été invité par les moines. Et il disait que c'est grâce au Maroc que les Algériens et les Français qui ne peuvent ni se rencontrer ni à Alger ni à Paris ont trouvé un lieu de dialogue et de préparation de la paix entre la France et l'Algérie dans les années à venir. Donc je vois là un aspect important. Deuxième élément, et ça a été signalé dès 1957 par le prince Moulay Hassan dans le numéro Les principes de l'éducation, où il est question, dit-il, le Maroc se conjugue avec l'ONU et le Maroc se conjugue avec l'universalisation. Le Maroc ne peut pas être pensé dans un camp ou dans un autre. Il est dans le médiateur entre l'Occident et l'Orient, entre le monde musulman et le monde chrétien, et c'est un havre de paix en fidélité avec l'histoire longue de 6000 ans, tu vois, comme tu l'as souligné dans ton intervention cet après-midi. Donc, je ne pense pas que nous étions dans un affrontement où le Maroc devait se positionner. Le Maroc a joué la carte libérale très tôt et il l'a resté même lorsque le mouvement national est arrivé au pouvoir sous le Premier ministre Saadullah Ibrahim. Merci. Alors, j'ai une question du public, c'est encore Karen Smith d'Al Akhawain, et je profite de l'occasion parce que j'apprends par un ami commun qui n'est autre que le cardinal Cristobal Lopez, et que c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire, Karen. Et il pose la question à nos deux invités, qui est en fait une question, plutôt une interrogation. Je lis son message. Le fait qu'Al-Akhawain University, bien sûr, en 1995, est aussi chargé par Dahir Royal d'être un endroit de dialogue et de rencontre entre musulmans, chrétiens et juifs. La phrase exacte du professeur Habib. À 20 km de Toumlilin, me semble déjà une expression de l'esprit de Toumlilin reprise consciemment par Sa Majesté Hassan II. Déjà un début de cet intérêt. Croyez-vous que c'est le cas? En plus, les gens d'Azrou n'ont jamais oublié Toumlilin. En fait, à mon arrivée, l'arrivée de Karen Smith à Al-Akhawain, à mon arrivée, il y avait des gens d'Azrou qui m'en ont parlé. Donc, cette corrélation, les gens d'Azrou, Al-Akhawain, mais surtout ériger, bâtir dans ce milieu Ifran Azrou quelque chose ou un établissement qui reprend, qui réinvente, mais d'une façon plus moderne, l'esprit de Toumlilin ou un espace d'ouverture pour chrétiens, juifs et musulmans. Habib, à toi l'honneur. Habib, je vais dire quelque chose qui me paraît important dans le film. En écoutant les intervenants de cette matinée, mais c'est lié aux jeunes, je constate que la date retenue par les organisateurs de 56 à 66, c'est-à-dire la partie des rencontres internationales, c'est-à-dire la partie intellectuelle, est compensée en quelque sorte grâce à la projection de ce film et de ce débat, parce que le film a eu l'intelligence, si je peux dire, de l'équipe qu'il a animée,
de montrer l'aspect de christianisme social qui a été traduit par les moines. C'est-à-dire, avant 56, il y avait l'aumônerie, il y avait l'hôtellerie, il y avait l'accueil de la population défavorisée d'Azrou et de sa région. Et je pense que la tolérance des gens du peuple vient principalement aussi de cela. Chose que nous ne trouvons pas parfois chez même un public lettré. Et je donne comme exemple une anecdote qui va vous renvoyer à vos travaux tous les deux. Lorsque Sebeda ce matin, cet après-midi, a parlé de toujours le correctif porté par les dynasties à travers l'histoire, attention, il faut protéger les gens du livre. Ça a été quelque chose de très important dans le comportement des dynasties saadiennes, alaouites, etc. Et récemment, j'ai reçu un message me disant: est-ce que c'est toi, Habib, qui as choisi le titre Les cloches de Tomlilin en référence aux cloches de Marrakech? J'ai dit, ni Hamid ni moi, on s'est mis d'accord sur ça. Et c'est quoi les cloches de Marrakech? C'est un texte que j'ai repris des frères Jérôme et Jean Tarot, les frères qui ont travaillé beaucoup qui ont publié sur le Maroc. En 1924, ils ont traversé Marrakech, ils sont allés à une église, une première à l'intérieur de la Médina de Marrakech, qui allait fêter l'installation d'une cloche. Et le responsable, le commandant militaire chargé de la sécurité à la Médina de Marrakech a refusé aux franciscains de sonner la cloche. Donc on a encore jusqu'à aujourd'hui une impasse qui s'appelle Darb al-Naqous. Donc Milo de Taïfi tout à l'heure, il a dit: oh, cette cloche, il n'y a plus de cloche. Donc ma question pour les jeunes de l'Akhawayn, est-ce qu'on va vivre dans les années à venir une mosquée en voisinage dans le Médina du Maroc d'une église? Parce que les synagogues sont acceptées et restaurées aujourd'hui. Donc toute la question de la tolérance de l'autre et de la manifestation de sa foi avec n'importe quel moyen. Nous, avec le muezzin, et les chrétiens, c'est avec la cloche. Mais c'est quelque chose d'impensable dans les médinas du Maroc aujourd'hui, de voir des cloches qui sonnent pour l'appel à la méditation et à la fréquentation des églises. Du coup, nous avons vécu cette chose comme extérieure à nous et qui est installée dans les nouvelles villes, c'est-à-dire en dehors des remparts. Donc, merci. Merci. Je me retourne vers Hamid. De la tolérance. Merci beaucoup. Je me retourne vers Hamid parce que nous avons beaucoup de questions qui viennent du public, et fort heureusement. Et je retiens l'une d'elles. Ma question est de savoir, après ce travail, après ce film, est-ce qu'on peut s'inspirer de l'expérience de Tomlilin pour continuer davantage à faire un travail au niveau local de sensibilisation pour le dialogue interreligieux et interculturel au Maroc? Hamid, après le film, quelles leçons retenir pour aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui? Est-ce que ça, comment dirais-je, ça ouvre la voie? Est-ce que ça saisit un contexte favorable pour ouvrir la voie à davantage de dialogue interreligieux, interculturel?
je pense que la vocation elle-même première de ce film-là, c'est justement c'est de poser, c'est de pousser au questionnement, c'est de poser à- n'importe qui, en tout cas, qui s'intéresse à l'histoire du Maroc, en tout cas qui soit marocain ou marocain ou marocain de cœur, hein, si on peut dire ça aussi, parce que c'est c'est euh, c'est ça, c'est de s'interroger sur ce que nous sommes et comment on souhaiterait, bien évidemment, vivre ensemble. Et je pense que je pense que ce qui manque à nos sociétés aujourd'hui, c'est cette faculté à s'interroger. On est un petit peu dans l'immédiateté, on est un petit peu dans l'instantanéité, on est un petit peu dans la dans ce qui est, voilà, donc une sorte de jouissance instantanée, mais on n'arrive plus à s'interroger, à prendre le temps de se poser des questions. Et se poser des questions, c'est admettre le doute. C'est admettre qu'il y a une part de doute. Et à partir du moment où on est dans une question de doute qui est positive, c'est qu'on se dit que rien n'est arrêté, rien n'est figé, et on peut composer. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais je suis quelqu'un qui apporte une contribution à l'histoire, que ce soit l'histoire du pays ou à l'expérience humaine en général. Je pense que c'est ça qui est important pour nos sociétés, en tout cas, si on veut vraiment faire un travail sur l'interculturalité, sur le dialogue interreligieux, c'est déjà introduire une part de doute. Parce que, comme on dit, un croyant, c'est celui qui doute. Un fanatique, c'est celui qui pense qu'il a la vérité. D'accord. Et ces positions-là, c'est ce qui nous a amené aujourd'hui, pour revenir à ce qu'il disait Habib, à cette capacité, ou plutôt à cette incapacité à concevoir à nouveau un son de cloche au Maroc. Parce qu'on part du principe que ce n'est plus possible, parce qu'on a la vérité et qu'on a la vérité absolue. Il faut se sortir un petit peu de cette vision un petit peu dogmatique de la vérité et introduire non pas la post-vérité ou la vérité alternative, mais le doute, et le doute constructif qui pousse les gens à se poser des questions, à s'interroger et à dire qu'est-ce qui se passe si aujourd'hui, ensemble, on parle de l'histoire du Maroc, de l'identité du Maroc, de la composition plurielle du Maroc. Et c'est ça que j'aimerais bien, peut-être, voilà, si encore l'occasion m'est donnée, c'est de pousser à davantage de questionnements. Et puis, se placer du point de vue de la mémoire, non pas en termes d'une histoire qui est linéaire, passé, présent, futur, mais raconter l'histoire comme un temps qui est éclaté, où il y a des émotions, où il y a des rencontres, où il y a des humanités. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Ce n'est pas uniquement l'année 50 de l'arrivée des moines, l'année 56, les premières sessions d'été, et puis la fermeture. Mais c'est aussi tout ce qui a été vécu, intensément vécu, par des hommes et des femmes qui étaient issus de milieux différents, d'origines différentes, et qui avaient en quelque sorte des philosophies différentes. Ce qui m'a vraiment, moi, ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est quand je voyais dans les archives des moines qui, le jour du marché, et descendaient dans le marché d'Azrou. Elles marchandaient avec les gens d'Azrou. Alors un jour, ils se faisaient avoir, l'autre jour, ben, vous voyez, ici, ils peuvent gagner. Mais c'est ça la vie. C'est uniquement ça la vie. On est arrivé à un stade où on ne voyait pas en eux des chrétiens avec une autre croyance, mais on voyait avec des gens qui étaient avec nous, au milieu de nous, avec qui on pouvait marchander, avec qui on pouvait faire du commerce, si on échangeait, ben, si on avait besoin d'un médicament, on allait les voir, mais sans a priori, sans jugement, sans vivre cette question d'idée que voilà, on détient la vérité. Personne, je pense que personne ne détient la vérité. Bon, Et, oui, et parce quand que on travaille la question de la mémoire, quand on travaille la question donc du vivre ensemble, c'est ça, c'est pas un vain mot, hein, et c'est un mot qui est lourd, mais il faudra l'appréhender avec une certaine sagesse. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont besoin de cette, je reviens toujours à cette idée-là, de cette dose de doute qui va leur dire attention,
n'y allez pas trop vite en besoin parce que Et le film exactement stimule voilà, stimule cela, stimule la curiosité et le film n'est qu'un canal à côté d'autres canaux. On me signale, notre ami Jean-François Clément me signale qu'il ne faudrait pas oublier le père Jacques Levrat qui a fait ah sa oui, thèse sur le contexte, les centres chrétiens créés ou présente dans les pays arabes au XXe siècle, effectivement, c'est un feu Jacques Levrat, qui était directeur de la Source, de la bibliothèque La Source, et qui était aussi grand animateur du groupe du GRIC, le groupe de recherche islamo-chrétien, a été un précurseur pour s'intéresser à Toumlilin. Et je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, c'est lui qui a écrit la matière, l'article Toumlilin dans l'encyclopédie du Maroc, Ma'lamat al-Maghrib. Bon, il a écrit en français, puis ça a été traduit après. Et en parlant de livres ici, il y a une question qui nous vient et qui m'interpelle personnellement. Je crois qu'elle vient de M. Loukili. Pourriez-vous nous informer, et certainement que Habib a une esquisse de réponse, s'il n'a pas la réponse complète, pourriez-vous nous informer sur le sort du fond de l'une des plus grandes bibliothèques de l'époque? ouais, ça, Hein? Alors, cette bibliothèque, bon, je sais vaguement qu'elle a immigré aux États-Unis, hein, mais je ne connais pas le détail. Et si l'un de vous connaît le détail de cette bibliothèque, qu'il nous en informe, c'est toujours bon à savoir, hein, surtout si un jour, on devait réhabiliter ce lieu de mémoire, pourquoi ne pas faire revenir cette bibliothèque à sa place? Hein, je dis cela, peut-être c'est trop ambitieux de ma part, mais j'avance l'idée. Habib, tu aurais une idée du sort de cette bibliothèque et comment elle a immigré aux États-Unis et où est-ce qu'elle se trouve exactement aujourd'hui? J'ai interrogé les moines fondateurs de Toumlilin depuis 1985 que je les fréquente, donc j'ai vu mes notes quand Hamid préparait son documentaire et il est question d'abord des conditions de cette bibliothèque. Il faut savoir que sa richesse vient du fait que l'un des héritiers, voire le fils d'un orientaliste français, a hérité cette bibliothèque et lorsqu'on rentre dans le monastère, on n'a plus de biens, on fait vœu de pauvreté et la bibliothèque de cet orientaliste a été intégrée à la bibliothèque d'Ankhalkat. Et lorsque les moines sont venus à Toumlilin, ils ont amené toute la partie liée au monde musulman, y compris les manuscrits. Et lorsque les moines et le père Poupard a dit un mot sur la fin du monastère, la crise financière économique a fait que Denis Martin a proposé au ministère de la Culture à l'époque de vendre la bibliothèque au gouvernement marocain. Et selon les moines, le ministère a trouvé que c'est cher, que les moines demandent un prix très cher. Donc, du coup, il a été vendu en grande partie à une institution aux États-Unis. J'ai posé la question à Abdallah Hamoudi sur quelle université y a-t-il, mais il ne le sait pas. Mais on sait que c'est aux Américains.
D'accord. Merci beaucoup. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'aimerais finir par vos avis, tous les deux, sur comment réhabiliter aujourd'hui, d'après vous, comment réhabiliter ce lieu de mémoire qui est dans un état désolant, qui est décombre aujourd'hui, laissé aux aléas de la nature. Hein, si ce n'est pas au vandalisme même, les portes des locaux sont parties, les fenêtres sont parties. Quel serait, d'après vous, le meilleur moyen de réhabiliter cet endroit de mémoire, ce lieu de mémoire, et d'en faire quelque chose qui ne serait pas un nouveau monastère, mais qui reprendrait l'esprit du monastère, l'esprit du vivre ensemble, l'esprit de la connaissance de l'autre. Hamid, et puis après tu finis, Habib. On finira sur cette note qui va spéculer un petit peu sur le devenir de ce lieu de mémoire qui, d'après mes renseignements, il aurait été cédé à l'association Mémoire, à la Fondation Mémoire pour l'avenir. C'est ce qui serait une très très bonne chose. Hamid, tu aurais eu une petite idée? Je pourrais vous raconter une petite note humoristique si vous voulez, parce qu'en fait, au moment où on était au tournage à Tubulin, il y avait quelqu'un qui est venu, on était au tournage, il y avait quelqu'un qui est venu, puis il m'a appréhendé en me disant, puisque vous avez l'autorisation de tourner ici, c'est que vous êtes bien introduit auprès des hautes sphères du pouvoir. Je dis non, non, vous inquiétez pas, non, tout s'est bien passé dans les règles de l'art. On a déposé une simple demande, on a obtenu une autorisation. Il n'y a pas là-dessus. Non, il m'a dit non, je suis sûr et certain que, parce que moi, j'aimerais bien discuter avec vous s'il y a possibilité, parce que j'aimerais bien transformer le lieu en une salle de fête. Voilà. Et ça m'a fait vraiment, sur l'instant vraiment, ça m'a fait mal. À la fois, je trouvais ça un petit peu, je disais un petit peu l'ironie du sort, quoi. Et puis, il me disait que ce haut lieu qui était chargé d'histoire, l'histoire du Maroc, hein, c'est l'histoire vraiment du Maroc. Et alors, je lui jette pas la pierre, je jette pas la pierre à cette personne, mais qui vient comme ça en disant, voilà, je veux le transformer juste en une salle de fête, on va organiser des soirées. Et je dis, mais c'est mince, quoi, c'est terrible pour l'histoire du Maroc, c'est terrible pour la mémoire collective du Maroc. Et c'est pour ça que je dis que normalement, je pense de mon point de vue, hein, donc après, je laisse le soin aux autorités, il y a des gens qui savent mieux que moi certainement l'usage qui en fera. Je pense qu'il y aura quelque chose, on fera quelque chose de ce lieu-là. Maintenant, je ne veux pas, c'est pas que je ne veux pas prendre position, mais en tout cas, si je devais faire quelque chose là-bas, ce serait peut-être une résidence pour des écrivains. On rassemblera par exemple des écrivains d'Afrique, d'Europe, d'Orient, d'Amérique, etc. Puis un lieu d'échange culturel et qui va donner vraiment une puissance intellectuelle et une puissance culturelle pour le Maroc, et deviendra un lieu où on va produire, je pense, de Tumlilin aussi, donc de produire des romans. J'imagine par exemple un écrivain qui prend 2 mois de retraite à Tumlilin, l'environnement il est adapté, et puis peut-être parmi ces écrivains on trouvera des grands prix Goncourt ou autres, et on dira ben voilà, c'est grâce au Maroc et c'est grâce à la paix retrouvée de Tumlilin qu'on a pu écrire ce roman ou ce livre, ou qu'on a pu produire cette recherche, je veux dire, académique. Ça peut être aussi un centre de conférence ou autre, en tout cas, mais comme ça, donc une résidence pour des écrivains, des artistes. Voilà. Habib, une petite idée? Moi, comme je suis toujours dans la prospective
et moi-même étant à la retraite, je vais ouvrir l'année prochaine un centre de formation et de documentation interculturelle sur le dialogue des religions à Marrakech avec les amis d'Horizon Maghrébin. Donc, moi, je propose à M. Liazami et à Mme Lamia et à Rabita de faire un appel à la jeunesse marocaine comme une convention citoyenne et qu'on se rencontre les sages que peut constituer une équipe, présenter à cette jeunesse l'histoire de Tomlilin et ses enjeux d'avenir et les laisser travailler entre eux pendant 3 jours et on peut les aider financièrement parce que comme M. Liazami, son organisme a beaucoup d'argent qui est pour le Conseil consultatif des Marocains à l'étranger et qu'on peut inviter la jeunesse marocaine dans le monde et la jeunesse marocaine vivant sur le territoire marocain et se rencontrer dans la fondation de Denise Masson. Comme ça, la fondation de Denise Masson est ouverte à ce type d'initiative et ajouter à cela des doctorants des universités marocaines sur les études comparatives des religions. Voilà. Donc, Merci, merci. Quelqu'un du public pense à un musée pour conforter la mémoire et l'histoire du Maroc. Autre chose pour finir, j'avais évoqué il y a un petit moment le devenir de la bibliothèque. Il y a notre amie Madame Lamia Radi qui est présidente de la Fondation Mémoire pour l'avenir, qui écrit que la FMA, la Fondation Mémoire pour l'avenir, et la Rabita al-Muhammadiyya sont en travail actuellement pour retrouver cette bibliothèque. Tout cela, ça annonce de bonnes nouvelles en perspective. Donc, il y aura du travail pour tout le monde. Et je crois qu'il est temps de conclure cette belle soirée en remerciant chaleureusement d'abord les organisateurs, à savoir Rabita al-Muhammadiyya et puis la Fondation Mémoire pour l'avenir et les archives du Maroc, mais remercier plus particulièrement nos amis de toujours, de très longtemps, qui sont militants, Hamid Derwish et Habib Samrakandi, et bien entendu un grand merci au public qui a suivi ce débat que je pense est un débat fructueux qui nous donne des idées à méditer pour le bien de ce patrimoine commun, ce patrimoine en partage et cette mémoire à valoriser dans un avenir proche. Je vous remercie. Merci beaucoup.